Bienvenue sur Sud Radio dans Géostratégie, cette nouvelle émission. Mon invité aujourd'hui est un patriote, dirigeant d'entreprise, ancien directeur général d'EDF, Henri Proglio. Bonjour Henri Proglio. Bonjour. Alors on va parler d'énergie naturellement aujourd'hui, on va parler de la filière nucléaire, on va parler des petits réacteurs modulaires, où est-ce que nous en sommes sur les petits réacteurs modulaires, et de l'avenir du pays, de l'avenir industriel de ce si beau pays qu'est la France. Henri Proglio, bonjour. La semaine passée, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, nous disait que son ambition, d'ici à 2035, était de réduire nos dépendances aux énergies fossiles de 60%, donc aujourd'hui à 40%. Alors pour cela, il y a 6 réacteurs EPR qui avaient été annoncés par notre président de la République. Ça ne suffira pas, nous dit Agnès Pannier-Runacher, il faut 8 EPR en plus, mais nous avons perdu beaucoup de notre souveraineté. La filière EPR, je pense à Alstom évidemment, la filière EPR est vieillissante. Est-ce un choix judicieux, l'EPR aujourd'hui ? On n'a que l'EPR en magasin aujourd'hui. Donc la France a effectivement beaucoup perdu dans sa compétence et son excellence historique dans le domaine du nucléaire. Là, il faut bien savoir que la France était à une certaine époque, enfin il n'y a pas si longtemps que ça, la référence mondiale en matière de nucléaire. C'est la France qui a équipé le parc nucléaire chinois, qui a commencé et qui disposait du premier parc nucléaire du monde en exploitation. Donc cette France-là, c'est vrai qu'elle a été très malmenée. Bon, alors si vous voulez, les mots d'ordre se succèdent les uns aux autres. On parle de réduction de la dépendance à l'égard du fossile. Dans quel domaine ? Enfin, au fond, est-ce que... Voilà, ce que vous dites ici est très intéressant parce que si on distingue l'énergie fournie par EDF, on a 66%, je parle bien de l'énergie fournie par EDF, par le fournisseur EDF. Vous avez 60... C'est-à-dire l'électricité en France. Parce l'électricité en France. Il n'y a pas de fournisseur, hein, mais pratiquement. On exclut donc dans ce calcul la consommation d'énergie pour l'automobile, par exemple. Ah ben bien sûr. Naturellement. Bien donc sûr. Pour l'EDF, on a 66% d'énergie issue du nucléaire, un petit peu plus. Même. Un peu plus. On était autour de 75%. Alors après, ça dépend de la capacité de production nucléaire, enfin qui a été malmenée au cours des 2 dernières années, mais enfin qui est en train de se redresser. On devrait être aujourd'hui autour de 70% après la fermeture de Fessenheim. Un peu plus de 70%, et on est 12,5-13% d'hydraulique. Alors vous dites régulièrement 12,5-13% d'hydraulique. EDF annonce 6% d'hydraulique fourni, mais 12% de production. Les chiffres d'EDF fournis aujourd'hui sur le site d'EDF, c'est 4,9% pour le charbon, 6% d'hydraulique, et pourtant en production, la France fournit 12% d'hydraulique. Oui, absolument. Donc 12% d'hydraulique, donc ça veut dire que l'essentiel de l'empreinte carbone aujourd'hui, de l'empreinte des énergies fossiles, vient de l'industrie lourde et de l'automobile, plus que de l'énergie. Ah oui, bien sûr. Non, la France, à travers sa production électrique, disposait d'un atout considérable en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc c'est ce qui fait de la France un pays vertueux. Au fond, quand on voit la différence entre la France et les autres pays industrialisés ou développés, le fait que la France soit mieux classée que les autres dans le domaine des émissions de gaz à effet de serre, c'est exclusivement lié à l'électricité, à la production électrique. Naturellement. Donc, est-ce qu'avec ces 8 EPR, on peut avoir l'ambition de remplacer une partie de l'énergie vouée à alimenter le parc automobile français ? Non, c'est pas le sujet. Non. D'abord, les EPR, le temps de les construire, ils ne seront opérationnels que dans 15 à 20 ans. Oui, donc le sujet n'est pas là. Certains EPR ont fermé entre-temps également. Non, les EPR, il n'y en a pas encore qui soient opérationnels. Le seul qui soit en cours de construction, c'est Flamanville. Ouais. Avec beaucoup de retard. J'espère qu'il sera connecté au réseau cette année. Moi, j'avais annoncé qu'il le serait avec 5 ou 6 ans de retard en 2012. Vous voyez, on est en 2024. Il serait temps qu'ils soient enfin connectés un jour. Enfin bon,
en supposant que ce soit cette année, ça sera le seul EPR actuellement en fonctionnement sur le territoire national. L'autre EPR qui est aujourd'hui opérationnel, c'est celui de la Finlande, qui a été connecté au réseau avec 15 ans de retard. Et puis, vous avez... De gros problèmes de construction également en Finlande, notamment par rapport au couvercle, par rapport au support en béton. Comment se fait-il que nous ayons perdu autant de savoir-faire industriel, ingénierique, architectural dans la filière? Il y a plusieurs sujets dans le sujet. Les retards de l'EPR sont en grande partie dus à la complexité du design même de l'EPR, qui est un engin qui était conçu à l'époque par Areva et qui a été le résultat d'une coopération franco-allemande du temps où les Allemands étaient encore actifs dans le domaine du nucléaire et qui donc répond aux exigences de sûreté à la fois de l'autorité de sûreté française et de l'autorité de sûreté allemande, ce qui a donné un engin d'une complexité extraordinaire et qui, au fond, est quasi inconstructible, d'où les retards. En plus, s'y est ajouté, effectivement, une forme de perte de compétences dans le domaine de la construction de nouveaux nucléaires, dès lors que depuis 15 ans, on n'avait pas construit de réacteurs nucléaires en France. Et donc, la filière industrielle a perdu une partie de ses compétences et on en voit les conséquences sur la construction de nouveaux réacteurs. Alors vous parliez des petits réacteurs modulaires à l'époque où vous étiez directeur général d'EDF. C'est un sujet qui a fait beaucoup de gorges chaudes. Il y a beaucoup d'argent qui a été investi d'ailleurs dans des startups. Entre-temps, où en sommes-nous par rapport à cette filière qui est tout de même, on va dire, beaucoup plus adaptée à l'époque? On peut les installer sur 1000 mètres carrés. Il y a moins de dépendance aux cours d'eau qui sont nécessaires pour le nucléaire traditionnel, ce qui est plutôt avantageux par rapport aux contraintes environnementales de notre époque. Où en sommes-nous au niveau de la filière des petits réacteurs modulaires? Alors, les petits réacteurs, c'est un sujet qui est sur la table depuis nombre d'années, puisque au fond, ça n'est pas une découverte. Aujourd'hui, on sait construire des petits réacteurs, ne serait-ce qu'à travers l'expérience que nous avons des réacteurs de sous-marins nucléaires. Ouais. On ne sait pas les construire, on n'a pas de design, on n'a pas de modèle qui soit compétitif. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui est fait pour les besoins de l'armée n'a pas un coût de revient suffisamment compétitif pour produire de l'électricité. L'électricité, c'est une commodité, il faut qu'elle soit accessible à tout le monde. Donc, bien sûr. Donc on peut pas faire, à partir de notre compétence militaire, des SMR, donc des petits réacteurs qui soient destinés aux civils et à la production électrique. C'est pas du tout la même chose. Donc on a pris beaucoup de retard dans la conception des SMR par rapport particulièrement à des concurrents comme les Russes qui eux ont beaucoup progressé dans ce domaine. Les Chinois également. Plutôt les Russes. Qui eux les mettent sur des barges. Ils les utilisent notamment pour les grands champs gaziers du nord de la Sibérie, qui sont au-delà du cercle polaire. Et donc, ce sont des installations industrielles gigantesques qui ont besoin d'une capacité électrique importante. Et donc, le transport sur des barges de ces réacteurs permet de déplacer, d'amener de la production, de la capacité de production. Et ils ont, à cet égard, une avance significative par rapport à nous dans ce domaine. Alors, il y a l'hydraulique également, qui est plutôt un atout pour la France. Ah oui, bien sûr. L'hydraulique, la France a l'atout d'avoir une géographie qui lui permet de bénéficier de ressources hydro. Bon. Et les efforts qui ont été réalisés par l'entreprise nationale, par EDF, depuis maintenant presque un siècle en matière de... Enfin, pas un siècle, puisque EDF n'existe que depuis 1946, mais par la France, en tout cas, dans le domaine hydro, lui permet d'avoir des ressources significatives. On pourrait les doper, on pourrait les augmenter. Encore faudrait-il qu'on investisse un peu dans le domaine. Vous disiez, Henri Proglio, il y a quelques années, pourquoi ne pas avoir investi plus massivement dans l'hydraulique? On a investi massivement. Non, le sujet de l'hydraulique, il est malheureusement là aussi lié aux errances politiques françaises. Quand j'ai rejoint EDF en fin d'année 2009, le traumatisme des collaborateurs de la maison, c'était
les exigences émises par Bruxelles de mise en appel d'offres des barrages. Les barrages en France appartiennent à l'État et sont gérés en délégation de service par EDF. Bon. L'Europe n'a rien fait de mieux que de demander à EDF de mettre en appel d'offres la gestion des barrages. Ça veut dire, au fond, qu'on s'apprêtait à priver EDF non pas la propriété, mais la possibilité d'utiliser les barrages. Or, un barrage, en France, il n'est pas fait pour produire de l'électricité, il est fait pour stocker. En fait, la réalité, c'est qu'un barrage, c'est la seule pile en combustible efficace et industrielle dont on dispose et qui soit compétitive. Et donc, les barrages permettent de stocker de la capacité de production en attendant qu'on l'utilise soit pour éponger les pointes, soit, plus encore, au moment des travaux de grande maintenance du parc nucléaire qui se fait en principe l'été quand les barrages sont pleins. Donc, les barrages servent à optimiser le système électrique. Naturellement. Le fait de séparer les barrages du reste et de mettre en appel d'offres les barrages, c'est une aberration absolue. Ça contribue à ce que vous appelez l'effondrement d'EDF. On va continuer à en parler naturellement. Avec Henri Proglio, mon invité sur Sud Radio dans cette nouvelle émission Géostratégie, donc pour traiter de souveraineté énergétique, d'industrie et naturellement, on peut le dire aussi, de patriotisme parce qu'on en a bien besoin. On termine sur le nucléaire. Les pays qui investissent dans le nucléaire, vous citiez la Russie, la Chine, la Turquie également, les Émirats Arabes Unis peut-être. Vous avez des pays qui investissent dans la technologie nucléaire et d'autres qui commandent des centrales nucléaires. C'est deux choses différentes. Ouais. Les acteurs dans le domaine du nucléaire, c'est-à-dire les constructeurs opérateurs nucléaires, sont en nombre limité. Vous avez la France, historiquement, ouais, les États-Unis, la Russie et la Chine. Et un peu plus accessoirement la Corée. Soit les constructeurs de centrales nucléaires, ceux qui fournissent les équipements, qui sont capables de concevoir et de construire, et d'opérer. Et puis vous avez des pays qui ont recours au nucléaire pour leurs propres besoins. C'est-à-dire, au fond, qui ont choisi l'option nucléaire pour leur production électrique. Et parmi ces pays-là, vous avez notamment les pays à forte densité de population, notamment dans les pays émergents. Donc on peut citer la Turquie, on peut citer l'Égypte, on peut citer l'Inde, on peut citer beaucoup de pays. On va continuer à en parler avec Henri Proglio sur Sud Radio dans Géostratégie. À tout de suite. On est toujours sur Sud Radio avec Henri Proglio, mon invité pour cette nouvelle émission, le pilote de Géostratégie. Henri Proglio, je le rappelle, entrepreneur profondément patriote, français, dirigeant d'entreprise, ex-dirigeant de l'entreprise EDF, fleuron national, un rêve français depuis les années 40, rêve qui a peut-être tourné au drame, Henri Proglio, on le disait précédemment, en tout cas qui a considérablement décliné. Quelle est la responsabilité, est-ce que vous pouvez nous le rappeler, de l'Europe, de cette Europe? On ne va pas dénigrer l'Europe, le sujet n'est pas là, mais de l'Europe telle qu'elle a été ces dernières années dans le déclin partiel d'EDF. Oui, je me suis permis de le dire très explicitement lors de la commission d'enquête parlementaire qui a eu lieu sur ce sujet. Bon. La question m'est posée étant qui est responsable de la mise à mal d'EDF. Et j'ai cité deux responsables, l'Europe d'un côté et le gouvernement français de l'autre. Alors l'Europe, pourquoi ? Les pays dominants en Europe, clairement, ont été jusqu'à maintenant l'Allemagne et la Grande-Bretagne, enfin qui étaient les deux pays, au fond, qui ont participé à la création de cette technocratie européenne, à laquelle la France évidemment participe, mais avec trop de zèle et pas assez de patriotisme. C'est-à-dire que les Allemands défendent leurs intérêts et nous n'avons peut-être pas suffisamment d'audace pour défendre les nôtres. Enfin, on ne peut pas reprocher... Enfin, encore une fois, les Allemands ont leur histoire. Bon. Dans l'histoire allemande, il y a eu un événement important au niveau... Alors déjà, la République fédérale d'Allemagne s'est reconstituée, enfin s'est constituée après la Deuxième Guerre mondiale avec un État fédéral et une vision. Une vision qui était, au fond, celle qui a dominé le paysage allemand depuis la fin des années 40, qui était une vision d'une Allemagne
industrielle et, j'y rajoute, l'Ostpolitik, qui a été un peu un axe fort du développement de l'économie allemande. C'est-à-dire, au fond, l'ouverture à l'Est, à la fois pour les besoins qu'ils avaient d'alimentation en matières premières pour l'industrie, bien sûr, et en même temps pour les débouchés qu'ils y trouvaient pour la nature également. Donc, cette Ostpolitik et cette vocation industrielle ont constitué le paysage allemand depuis la fin des années 40. Et puis, au début du XXIe siècle, à peu près, en raison d'événements politiques qui ont évidemment touché l'Allemagne comme les autres pays, mais un peu plus que les autres, c'est-à-dire l'émergence des partis écologistes en Allemagne. Il y en a plusieurs en Allemagne, contrairement à la France, faisait un parti écologiste conservateur, un parti écologiste plus à gauche, mais avec une doctrine assez fluctuante, pas très structurée, mais un fil directeur qui était l'antinucléaire. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient trouvé ce sujet pour probablement structurer leur démarche. Il y a une confidence très intéressante que vous faites de temps à autre lors d'un dîner en Allemagne, je crois, et au détour d'une conversation avec Angela Merkel qui vous dit « Monsieur Proglio, je suis une Allemande de l'Est et je suis pour le nucléaire. » Absolument. J'ai une très claire... Vous savez, c'est une anecdote, mais elle est assez révélatrice. C'était à l'occasion de l'inauguration de la foire de Hanovre en 2011 que cet événement a eu lieu. C'est-à-dire qu'on a un petit comité entre les deux premiers ministres français, la chancelière allemande, et puis 4 ou 5 personnes de chaque côté. Et à cette époque-là, je venais de vendre notre filiale allemande de NBV, qui était Energie Bade-Württemberg, enfin, on avait 40% de cette société, au Land de Bade-Württemberg, justement, juste avant que l'Allemagne ne se retire du nucléaire sous le prétexte de Fukushima et sous la pression des Verts. Et donc, Angela Merkel s'adresse à moi en me disant « Monsieur Proglio, vous avez fait une très belle opération. » Sous-entendu, vous nous avez bien eu. Alors effectivement, j'ai eu un procès avec le Land de Bade-Württemberg que j'ai gagné, qui etc. a été gagné, et je lui ai répondu, mais c'est grâce à vous, Madame la Chancelière. Et elle l'a assez mal pris, parce que je disais ça parce qu'elle venait juste prendre la décision de sortir du nucléaire, et que comme cette société avait 2 réacteurs nucléaires, c'est sûr que ça n'a pas aidé dans les perspectives économiques de la société en question, qui s'est retrouvée en grande difficulté. Donc, on l'avait vendu 7 milliards d'euros, c'est vrai qu'ils étaient un peu tendus. Bon. Et c'est à ce moment-là qu'elle me répond « Mais monsieur Proglio, comprenons-nous bien, je suis une scientifique d'Allemagne de l'Est, je crois au nucléaire, et j'ai pris cette décision pour des raisons éminemment politiques. » Et c'est vrai qu'elle était à la veille d'élections générales. Donc politique au sens populiste, comme on dit d'une façon... Au sens... électoraliste. Absolument. Purement électoraliste. Elle avait perdu pas mal de terrain dans les élections régionales. Vous savez que l'Allemagne est un pays fédéral, encore une fois. Et que les Länder sont des éléments importants du paysage allemand. Elle avait perdu 2 ou 3 Länder, dont le Bade-Württemberg, qui était l'un des plus riches d'Allemagne, quand même, qui était tombé entre les mains des Verts. Elle était donc sous pression, et arrivaient les élections générales du pays, donc elle était candidate à un renouvellement de son... Alors, il faut tout de même rappeler que c'est une époque où il y avait un grand pari européen sur le gaz, et allemand particulièrement. Les Allemands fonctionnaient beaucoup au gaz. Au-delà de ça, la pression était forte sur elle, parce que il fallait qu'elle sauve sa coalition de la pression d'une opposition verte extrêmement virulente. Et donc elle avait choisi, au fond, pour ne pas être piégée par les négociations avec le SPD, donc les socialistes, d'avoir une alternative aux socialistes, et elle avait entamé une discussion avec les Verts conservateurs. Et donc, elle a été obligée de lâcher du lest pour ouvrir cette discussion et d'abandonner le nucléaire pour dire aux Verts allemands conservateurs, ceux avec qui elle discutait, qu'elle n'était pas hostile à faire ce sacrifice pour permettre une coalition avec eux. Moyennant quoi, elle n'en a pas eu besoin, puisque grâce à ça, elle a eu une ouverture pour négocier avec le SPD une coalition qu'elle a finalement
décidé de mettre en place. Et donc, cette négociation politique a conduit Merkel à cette décision. Mais quelle était la position exacte des Français à l'époque, puisque je pense à RT 2012 par exemple, qui favorisait largement le gaz. Aujourd'hui, on est plutôt à l'opposé, c'est l'électrique. C'est un autre sujet. La négociation, j'ai un clair souvenir de cette période-là. Je me battais comme un chien sur un autre sujet extraordinairement pénalisant pour EDF, qui était l'obligation faite à EDF, à la suite de la nouvelle loi d'organisation du marché de l'électricité, la loi NOM. La loi NOM. Votée sous la pression de Bruxelles, on peut le dire, une loi valorisée par le sophisme du bonheur des peuples, en tout cas, la concurrence, la libre concurrence, alors qu'il faut quand même le préciser, à l'époque, la société en Europe devenait de moins en moins libérale. La démocratie libérale réduisait en puissance et on valorisait le marché de la concurrence pour l'électricité, paradoxalement, qui imposait à EDF de vendre 25% de sa capacité électronucléaire à ses concurrents sans aucune contrepartie à donner. Ça a donné le coup de grâce, naturellement, à EDF, Henri Proglio. Ça a donné un grave coup à EDF. Alors, pourquoi ? Parce que, le dogme de la concurrence était manipulé par les technocrates bruxellois en disant, au fond, il n'y a pas de bonheur sans concurrence, donc la concurrence par le bonheur était le dogme. Dans quel intérêt ? Est-ce qu'il y avait du lobbying ? Bien sûr. Je reviens à l'Allemagne et à l'histoire allemande, parce qu'elle est, malheureusement, si je puis dire, le fil directeur. Donc, l'Allemagne du début des années 2000, c'est une Allemagne qui a été, encore une fois, tragiquement bousculée par le phénomène vert, et c'est à ce moment-là que l'Allemagne lance son slogan de l'Energiewende, le tournant énergétique. L'énergie que verte. Nous appelons la transition énergétique ou écologique. Aussi farfelu que la transition, mais là c'était le tournant. On ne sait pas pourquoi on tourne et où on va. Comme dans la transition, on sait où on est, mais on ne sait pas où on va, mais on est en transition. Bon. C'est très allemand, parce que tous les pays européens ont investi, je crois, 1000 milliards dans les énergies renouvelables, et l'Allemagne à elle seule, 600 milliards. Donc, à ce moment-là, l'Allemagne, sous la pression politique, lance cette Energiewende qui était supposée être le grand enjeu, etc., etc. Enfin, on voit avec quelques années de retard à quel point cette espèce de dogme fumeux embrouille les esprits dans notre pays aussi. Tout le monde parle de transition, personne ne se demande où on va. Bien sûr. Et personne ne rappelle même d'où on vient, ce qui est encore plus grave. Dont acte. Cette Energiewende, pour faire bref, en Allemagne, a constitué une catastrophe industrielle sans précédent, en acculant à la faillite pratiquement les deux grands électriciens allemands qui étaient Weber et RWE. Weber, ancien Preußen Elektra, comme son nom l'indique, c'était la Prusse, donc le nord de l'Allemagne, et RWE, c'était le sud de la Ruhr. Bon, c'est les deux grands électriciens allemands, le troisième, plus petit, étant justement ENBW, que je venais de vendre au Land de Bade-Württemberg. Donc, les deux groupes allemands, les trois d'ailleurs, les trois électriciens allemands se sont retrouvés en quasi-faillite et ont été sauvés par le gouvernement allemand, en fait, sauvés de la faillite. Catastrophe absolue qui a conduit à une explosion des coûts de revient, à un désordre industriel que les Allemands ne supportaient pas, et à juste titre. Considéraient ils venaient d'une situation solide et ils se sont retrouvés empêtrés dans une situation diabolique. Et c'est à ce moment-là que le sujet EDF s'est retrouvé au centre du débat, parce que l'Allemagne, qui est un pays, encore une fois, à vocation industrielle et compétitive, ne pouvait pas supporter d'avoir à sa frontière une France qui disposait d'un atout aussi compétitif qu'EDF, qui permettait à la France d'avoir une électricité 2,5 fois moins chère que l'électricité allemande, ce qui est un élément... Un gros avantage, naturellement, pour des pays industriels. On va continuer à en parler avec Henri Proglio, ancien directeur général d'EDF, dans cette nouvelle émission Géostratégie sur Sud Radio. À tout de suite. On est toujours sur Sud Radio, Géostratégie, nouvelle émission avec mon invité aujourd'hui, Henri Proglio, ancien directeur général d'EDF, et je le redis une troisième fois,
patriote français, entrepreneur, dirigeant d'entreprise qui a servi son pays et qui a servi avec la plus profonde dignité sa nation, et on peut le saluer pour cela. Nous parlions d'Allemagne, Henri Proglio, nous parlions de la France, de grands pays industriels. La plus grande jalousie, pour le dire sans phare, de l'Allemagne à l'égard de la France, laquelle était-elle? D'avoir pour la France un avantage citoyen sur l'électricité, c'est-à-dire de fournir de l'électricité à tout le monde, ou plutôt d'avoir un gros avantage, un tremplin pour être un grand pays industriel? Non, c'est l'aspect industriel qui a dominé le paysage allemand à l'époque. Oui. Le paysage français, non, mais on va y revenir. Le paysage allemand a été... Enfin, l'Allemagne a été un pays fondamentalement orienté autour de sa compétitivité industrielle. Et donc, cet atout de la France, qui, au fond, devait permettre à la France de disposer d'une compétitivité industrielle que les Allemands n'avaient plus, n'était pas acceptable. Et les Allemands ont décidé, depuis maintenant une vingtaine d'années, ou 25, 30 ans maintenant, qu'il fallait désintégrer EDF. Qu'au fond, cet atout-là ne devait plus perdurer. Mais comment se fait-il que l'Allemagne a eu tant de pouvoir au sein, on va dire, de l'eurozone, de la Commission européenne? Un pays, parmi d'autres, malgré tout, est fragilisé, qui plus est, pendant la seconde partie du XXe siècle. Oui, non. D'abord, l'Allemagne a toujours été un État-nation conscient de ses intérêts. Et a envoyé à l'Europe, certes, des politiciens de second rang, parce que, bon, comme on le sait tous, les politiciens envoyés à l'Europe sont ceux qui encombrent le paysage, donc on les exfiltre en les nommant à Bruxelles. On les expatrie à Bruxelles. Mais, et ça c'est vrai de tous les pays européens, c'est ainsi que l'actuelle présidente de la Commission était une ministre des... Qui n'était pas forcément très appréciée, Ursula von der Leyen. Elle était ministre de la Défense, Merkel ne pouvait pas la supporter, donc, etc. Donc, de la même manière que le président du Land de Baden-Württemberg s'est retrouvé commissaire aussi, pour les mêmes raisons. Mais enfin, ça c'est la pure politique aérienne. Mais par contre, ils envoyaient à Bruxelles des technocrates conscients de leur responsabilité de défendre l'Allemagne. Oui. Nous, on envoyait des technocrates conscients de leur responsabilité de défendre l'Europe, ce qui est différent. Mais la souveraineté française est presque condamnée aujourd'hui. On n'a pas vraiment le droit d'être pleinement souverainiste. On a le droit de se défendre. On ne le fait pas, mais on a le droit de se défendre. On n'est pas sûr de gagner, mais on a le droit de se défendre. Les Britanniques étaient très, très, très efficaces. Je tire mon chapeau aux Britanniques. Tant qu'ils ont été dans l'Europe, on voyait des technocrates en Europe qui étaient probablement parmi les plus pertinents, les plus sophistiqués, et qui défendaient le mieux les intérêts britanniques. Vous avez collaboré avec eux avec des visions à long terme également, vous le précisez régulièrement. Des visions surtout très patriotiques, très britanniques. Ouais. Ils défendaient les intérêts de la Grande-Bretagne, pas les intérêts de l'Europe. La France, malheureusement, a fait l'inverse. On a envoyé en Europe des gens élevés dans, je dirais, le dogme de la bonne conscience française en matière de gestion des affaires, destinés à défendre l'Europe et pas la France. Donc, on a eu un handicap par rapport aux Britanniques, et une fois la Grande-Bretagne sortie de la communauté européenne, les Allemands ont pris leur place. C'est les Allemands qui ont, au fond, dominé les instances européennes, qui les dominent encore. Parce que c'était le pays le plus important en termes de population. Parce que l'euro également dans l'eurozone a été construit à l'instar du marque. Et absolument. Bon, entre-temps, tous les traités ou quasiment ont été violés, y compris sur le plan monétaire et budgétaire, puisque nous ne devions pas dépasser Certes, mais la doctrine est toujours dictée par les Allemands. Mais la doctrine est dictée à l'avantage des Allemands et pour les Allemands. Il faut dire aussi leur situation financière était plus saine, elle l'est toujours. Leur déficit était beaucoup moins important. Bien sûr. Toujours. Leur dette publique est toujours inférieure à 100%. Leur commerce extérieur était largement excédentaire. Il est encore. Ce qui posait problème d'ailleurs avec le système Target 2. On parle très rarement de Target 2 dans l'eurozone, qui ne permet plus de mettre à jour la balance des paiements entre pays de l'eurozone, ce qui est une bombe à retardement, pour ainsi dire, pour ces pays puissants. Certes. Mais pour l'instant, en tout cas, ils ont marqué de leur puissance la doctrine de l'Europe. Et cette doctrine-là, malheureusement, elle s'est traduite par une défense des intérêts allemands. Alors, on parle toujours on a fait subir à EDF
tous les avatars qu'on pouvait lui faire subir. C'est-à-dire, là, on a commencé par dire, après tout, il faut ouvrir à la concurrence. Ouais. Avec les conséquences que vous signaliez, c'est-à-dire, au fond, on vous oblige à vendre 25% de votre capacité électronucléaire à vos concurrents. Comme il n'existe pas, on va en créer. Donc, on a créé des zinzins, au fond, qui étaient des traders, en fait, puisqu'ils n'avaient aucune obligation de production. Donc, ces traders avaient le droit d'acheter à EDF à un prix cassé sa production, 25% de sa production électronucléaire pour les vendre aux clients d'EDF à un prix normal, empochant la différence. Et donc, ça a fait la fortune de ces traders. Henri Proglio, on est obligé de parler de l'affaire Alstom également, puisque nous traitons de la souveraineté. C'est encore un autre sujet. C'est encore un autre sujet. Qu'est-ce qui s'est produit avec l'affaire Alstom ? Pourquoi tant de pertes de souveraineté et surtout pourquoi si peu de défenseurs de notre nation? Vous, Arnaud Montebourg, on salue d'ailleurs l'ancien ministre de l'économie, Arnaud Montebourg, qui s'est beaucoup mouillé, si je puis dire, dans l'affaire Alstom. Il a démissionné à cause de ça. Et il a démissionné à cause de ça parce qu'il n'était pas suivi. Par qui n'était-il pas suivi? Par l'État, Je reviens à la déstructuration d'EDF et on passera ensuite au sujet du nucléaire et d'Alstom. Car les mesures qui ont été prises de détricotage de ce qu'était EDF ne se sont pas limitées à cela. Il y a eu ensuite l'interdiction faite à EDF, d'abord l'obligation de mettre en appel d'offres ses barrages, puis l'interdiction faite à EDF de garder le contrôle de ses réseaux, perte du contrôle du réseau de transport, puis du réseau de distribution. C'est-à-dire qu'EDF aujourd'hui est obligé de vendre sa production à des concurrents qui n'existent pas, mais qui sont des traders. En principe, si on obéissait à la règle européenne, ne pourrait plus disposer de son optimisation du système électrique avec les barrages, donc plus de capacité de stockage, n'a plus le droit de gérer sa propre distribution, c'est-à-dire n'a plus accès à ses propres clients. Et tout ça avec comme ambition et objectif de désintégrer, au sens premier du terme, l'entreprise qui avait été constituée en 1946. Le résultat, on a eu un certain nombre de conséquences. C'est-à-dire, au fond, je me suis beaucoup battu pour éviter que l'EDF ne soit strictement rayé de la carte, mais il y a eu quand même des dégâts... Vous pensiez être reconduit d'ailleurs en 2014. Oui, enfin ça, c'est une anecdote. Mais que cela tienne, si vous voulez, mon sujet n'est pas là, mais mon sujet était de défendre l'entreprise. Alors, vous parliez du RT Gaz, de réglementation thermique de 2012. Qui favorisait largement le gaz par rapport à l'électricité. Qui excluait toute autre énergie que le gaz dans les nouvelles constructions. Aujourd'hui, nous sommes à l'opposé. Oui, mais on n'a toujours pas modifié le RT. Bon, enfin, on a la réglementation thermique demeure. Enfin, bon, pourquoi est-ce que... Bon, j'avais conscience de cela, bien entendu. Bon, il fallait combattre le tout électrique, etc. C'était la doctrine du temps. Ouais. On parlait même, je fais une digression, de décroissance de la consommation d'électricité, supposant que nous allions vers une démondialisation, ce qui n'est peut-être pas forcément faux aujourd'hui, mais qui n'a pas encore été intégré, ce qui se produit pas en tout cas à ce jour. Mais on parlait de décroissance électrique, on n'y est pas aujourd'hui. Absolument, d'où la doctrine aussi du 50%, enfin réduction du parc. Mais je me suis beaucoup battu, mais il y a des limites à la capacité que vous avez à affronter votre actionnaire État et votre donneur d'ordre. Donc, sur la RT 2012, j'ai certes alerté les pouvoirs publics, mais sans plus, parce que je savais que je ne pouvais pas à la fois me battre sur le prix de la reine, sur le quota des obligations, sur les barrages, sur la désintégration d'EDF, et en même temps me battre sur la réglementation thermique. Donc j'ai laissé filer la réglementation thermique. C'est Henri Proglio qui est mon invité dans Géostratégie sur Sud Radio aujourd'hui. Henri Proglio, quand vous dites « mon interlocuteur, l'État », qui était-il lorsque vous étiez directeur général d'EDF ? Écoutez, j'ai vécu l'alternance politique de 2012. Donc, le directeur général d'EDF s'adresse directement au Premier ministre et au Président de la République en fonction. Oui, bien sûr, aux ministres successifs, l'ensemble du système. On a une mise de tutelle en principe. Moi, j'en ai eu 7 en 5 ans. Vous voyez, la durée de vie d'un ministre, c'est à peu près 9 mois. En moyenne, bien sûr. Pour prendre des décisions sur
des infrastructures qui ont une durée de vie de 50 à 100 ans. Donc on voit des connexions. Mais bon, il est naturel de pouvoir avoir accès aux principaux responsables, c'est-à-dire au fond au Premier ministre, au Président de la République. Ça, on va continuer, on va parler de l'affaire Alstom dans quelques instants. Vous parliez d'Arnaud Montebourg. Lorsque vous dites Arnaud Montebourg a même démissionné à cause de cela. Absolument. Pourquoi a-t-il démissionné? Qu'est-ce qui était plus fort? Le Président de la République? Le Premier ministre? Des directeurs de cabinet? Qui peut se permettre d'aller à l'encontre de la volonté d'un ministre de l'économie et des finances en fonction? De l'économie, pas des finances. De l'économie. Bon, vous savez, un ministre, au fond, c'est un maillon dans un système. Dans le système français, c'est le Président de la République qui, in fine, arbitre. Bon. L'arbitrage qui a été rendu lui était défavorable, il en a tiré les conséquences. On va continuer sur Sud Radio avec mon invité Henri Proglio, ancien directeur général d'EDF, à parler dans ce nouveau format géostratégie de souveraineté énergétique, du démantèlement d'EDF, de la perte de souveraineté également, puisque Alstom, qui était un des fleurons français, n'est plus français. Alstom qui travaillait, je le rappelle, dans les turbines, ce qui nous semble être essentiel pour un pays largement nucléarisé. On va parler également de l'avenir de Fessenheim et de l'Allemagne, là aussi, qui se mouille à nouveau dans l'avenir de Fessenheim et dans l'avenir d'un site qui pourrait accueillir des EPR ou autres sur volonté française. Seulement française, on va parler de ça avec Henri Proglio dans quelques instants sur Sud Radio. Voilà, on est toujours sur Sud Radio dans Géostratégie avec Henri Proglio, ancien directeur général d'EDF, entrepreneur, dirigeant d'entreprise qui a servi son pays pendant plusieurs décennies avec la plus profonde dignité, je le disais précédemment. Alors nous parlions de l'Allemagne et je voudrais faire un point avec vous, Henri Proglio, sur l'affaire Alstom. Que s'est-il passé? Nous l'avons abordé brièvement ces dernières minutes. Quels sont les détours de l'affaire Alstom et surtout, quelles sont les volontés de cette évolution ou de cette régression? Ça a été une affaire complexe. Si je devais la résumer, au fond, comme vous le rappeliez, Alstom, c'était essentiellement les turbines qui nous concernaient, mais qui sont les turbines qui équipent toutes les grosses productions électriques, c'est-à-dire les centrales nucléaires essentiellement, et qui étaient les plus compétitives dans le monde. Vous pouvez dire que l'ensemble des producteurs d'énergie mondiaux reconnaissaient Alstom comme étant le plus performant en matière de turbines. Qu'est-ce qui s'est passé? Au fond, Alstom a été vendu aux Américains de General Electric à l'époque, pour des raisons purement financières, sans tenir compte de l'avenir et de la souveraineté industrielle de la France. Donc le ministre de l'Industrie de l'époque, qui était devenu ministre de l'Économie quelques mois avant, qui était Arnaud Montebourg, s'est mobilisé pour au fond, contrer cette opération, avec évidemment le succès qu'on connaît, c'est-à-dire que l'opération s'est faite quand même, malheureusement, et qu'il en a tiré les conséquences. J'ai eu avec Arnaud Montebourg pas mal de discussions à l'époque. C'est vrai que ça n'était pas mon ministre de tutelle directe, mais un de ceux avec lesquels j'étais amené à travailler, ne serait-ce qu'au titre justement de la filière industrielle nucléaire. Et on a fait pas mal de déplacements ensemble, notamment en Arabie Saoudite, pour défendre les intérêts français dans les projets nucléaires saoudiens à l'époque. Bon, j'avais eu avec lui des relations au départ assez tendues, peut-être parce que je n'étais pas supposé être politiquement de la bonne tendance, peut-être aussi parce qu'il était originaire historiquement de la Saône-et-Loire, qui était un département où Areva avait beaucoup d'installations, et qu'il avait été mobilisé par la présidente d'Areva de l'époque contre moi. Donc, c'est vrai que nos premières discussions ont été assez viriles, je sais plus dire. Oui, ferme. Donc c'est le sentiment patriotique, justement, qui vous a profondément qui nous a rapprochés, oui, absolument. Un jour, dans son bureau, je me souviens très bien, au terme d'une discussion qui avait de nouveau été assez musclée, il finit par me dire, Proglio, au fond, vous êtes un patriote. Et ce jour-là, tout a changé. Ouais. Et on a... je lui suis très reconnaissant
de cette qualité-là. Vous feriez un bon ministre de l'Industrie, Henri Proglio? Oh, je n'ai pas cette vocation, ni cette ambition, hautement. Non, j'ai essayé, enfin, au fond, j'ai milité pour défendre les intérêts de la France. Je reconnais quand même, et sans avoir le défaut d'être en permanence arrivé sur le rétroviseur, mais quand j'étais plus jeune et que on recevait des industriels américains ou des décideurs américains importants, quand ils arrivaient en France, ils étaient frappés, ils le disaient d'ailleurs, par la densité qu'avait ce pays dans l'industrie. Enfin, ce qui faisait que la France était un grand pays, à la fois pour sa population et pour ses industriels. Ils considéraient qu'on avait créé une dynamique industrielle extrêmement forte. L'État a annoncé il y a quelques jours une augmentation des taxes sur l'électricité à hauteur de 10% environ, à compter du 1er février 2024, je crois. Les centrales nucléaires françaises fonctionnent quasiment de la même façon qu'à l'époque lors de laquelle vous étiez directeur général d'EDF, Henri Proglio. Oui, enfin, on a assisté à un redressement de la... Enfin, EDF a connu 2 années très difficiles, en 2021, 2022 et début 2023. Qui ont affecté considérablement le coût de revient de l'électricité. Non, qui ont affecté considérablement la capacité de production. Donc, par extension, le coût de revient. Et donc, par extension, le coût de revient, puisque... d'autant qu'au cours de cette période, force est de constater que l'explosion des prix de l'énergie à cause de la crise ukrainienne a provoqué et que EDF, qui était traditionnellement exportateur, s'est retrouvé importateur au plus mauvais moment de son histoire. Mais c'est tour à tour en fonction des périodes. En étant exportateur. On a été régulièrement exportateur, et puis à cause de cet accident industriel qui a touché les centrales d'EDF, on a eu une période de 10 mois, 2 ans, au mauvais moment, qui a mis à mal évidemment la maison. Mais les choses sont en train de se redresser, EDF est en train de retrouver sa capacité traditionnelle de production. On était l'an dernier, autant que je sache, à 320, 330 TWh. On va retourner aux 400, 100 de moins qu'à l'époque lors de laquelle vous dirigiez EDF. Mais 100 de plus que l'année précédente. Très bien. Donc on est en phase de restructuration, on est en train de retrouver notre capacité traditionnelle, et donc je suis reconnaissant aux équipes d'EDF et aux ses dirigeants d'avoir réussi ça, au fond. Vous abordiez très justement, Henri Proglio, le sujet du conflit ukrainien qui a affecté considérablement l'énergie, le marché de l'énergie sur le territoire asiatique, affecté favorablement d'ailleurs sur le territoire asiatique côté Asie et défavorablement côté Europe, puisque la Russie se trouve entre les deux. Est-ce qu'on peut envisager concrètement, est-ce que c'est une hypothèse plausible durant les 5, 10, 15 ans à venir, que l'Allemagne, par exemple, ou la France se rapprochent à nouveau de la Russie? Oui, je pense que l'Allemagne s'y prépare déjà. Elle est totalement dépendante, enfin, de son alimentation en gaz russe. Donc, avec le réalisme qu'on leur connaît, on le rappelait tout à l'heure sur un autre sujet, les Allemands vont évidemment être les premiers à retrouver le chemin d'une entente cordiale, ou peu à peu, bien sûr. Quelles collaborations n'ont pas été interrompues entre la France et l'Allemagne depuis les sanctions occidentales, depuis les sanctions la France et la Russie, vous entre la France et la Russie? Alors, il y a le virtuel et le réel. Ne sont pas comprises dans les sanctions les activités nucléaires. Oui. Mais je constate que malgré le fait qu'elles ne soient pas interdites, les relations entre les deux pays se sont beaucoup distendues. Alors pour des raisons monétaires également, bancaires probablement. Non, pour des raisons politiques. Alors qu'à l'inverse, les Américains continuent à s'alimenter largement en combustible russe. C'est-à-dire aujourd'hui à peu près 40% de l'uranium enrichi qui est utilisé par les centrales américaines vient de Russie. Les Américains, dont les exportations de gaz naturel liquéfié en direction de la France ont augmenté de 40% entre 2022 et 2023. Bien entendu, puisqu'ils ont remplacé le gaz russe. Ce qu'on appelait autrefois un désastre écologique, c'est-à-dire le gaz de schiste américain, a été considéré comme
bien fait depuis maintenant 2 ans. Et on l'a acheté au prix... Avec des augmentations tarifaires. Comment se fait-il à ce moment-là que la Commission européenne, si je puis dire, ou la France, ne défend pas ses intérêts et ne tente pas de sceller un accord avec les États-Unis pour, par rapport à des mesures communes, pour ainsi dire, à l'encontre de la Russie, geler les prix des exportations de gaz naturel liquéfié en direction de l'Union européenne et de pays comme la France. Les Américains ont toujours privilégié leurs intérêts. Donc, les sanctions qu'ils ont initiées contre la Russie et qu'ils ont forcées, qu'ils ont au moins largement suggérées aux Européens et qu'ils n'appliquent pas eux-mêmes aussi brutalement, permet aux États-Unis de vendre ces ressources naturelles, ces ressources de gaz, non pas naturelles, mais de schiste, à des prix vertigineux à l'Europe entière. Donc, vous voyez d'ici le bénéfice qu'en tirent les États-Unis. Qui a été majoritairement perdant par rapport aux sanctions européennes, occidentales, et on va dire principalement européennes et britanniques, du côté russe, l'État ou les sociétés privées, ou quelles sociétés privées dans ce cas-là? Russe, vous voulez dire? Russe. Oh. La question est complexe. D'abord parce que la Russie a réagi en se rapprochant des pays asiatiques, prioritairement la Chine, et a trouvé des débouchés pour ces matières premières. En construisant des gazoducs d'ailleurs. Entre autres, mais pour toutes les matières premières. La Russie est un pays gigantesque, qui est 11 fuseaux horaires, qui dispose de ressources en matières premières absolument considérables. C'est probablement le premier gisement de matières premières, toutes matières premières confondues existant dans le monde. Donc, à trouver des alternatives, c'est facile à la vente aux pays européens. Donc, au fond, par les ventes directes aux pays d'Asie ou du Moyen-Orient, et deux, à travers, je dirais, des systèmes. Au fond, on continue à acheter du pétrole russe sans le savoir, la traçabilité n'est pas telle. Peut-être. Bien sûr. Qu'il s'agisse du pétrole, qu'il s'agisse du GNL, du gaz liquéfié. Une société qui s'appelle Rosneft, qui s'est procuré 56 tankers entre 2022 et 2023, et qui collabore beaucoup. Ils ne sont pas obligés de le faire à leur nom propre. Enfin, ils le font à travers des filières dédiées. Mais enfin, ces sanctions, regardez, l'Iran est sous sanctions depuis maintenant 50 ans, pratiquement, sans que ça ait le moindre impact sur son économie. Donc, au fond, on finit par contourner les sanctions par des tas de systèmes. Je voudrais terminer très rapidement, Henri Proglio, sur une boutade, une phrase, une mise en garde, vous me direz, de Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie et des finances, qui avait dit qu'il mettrait l'économie russe à genoux. Est-ce que c'était la parole de trop, que l'on peut pardonner également, mais qu'il n'aurait pas dû évoquer parce qu'elle n'était pas suffisamment réfléchie, ou est-ce que c'était profondément réfléchi de la part de Bruno Le Maire, selon vous? Je ne suis pas susceptible de répondre précisément à la question. Était-ce possible? Était-ce réalisable? Était-ce censé de tenter de mettre à bas l'économie russe? L'histoire a prouvé que non, mais bon, on peut lui pardonner. C'est bon. Merci Henri Proglio, ancien directeur général d'EDF, qui était mon invité pour ce pilote de géostratégie. Henri Proglio, je le rappelle, entrepreneur, directeur général d'EDF entre 2009 et 2014 et profondément patriote. Merci beaucoup. Merci.